Ah, bonjour tout le monde. Là, je vois qu'il y a déjà plusieurs personnes. Ah, c'est comme d'habitude, ça fait toujours un petit peu drôle de démarrer sans savoir si on est écouté. Voilà. Donc, pour me rassurer, il faudrait que vous m'envoyiez un petit message pour me dire que vous êtes bien là. Bonjour Agnès, bonjour Michel, Chris. Voilà, merci, ça me rassure. Ça me rassure. Maintenant, je sais que je ne suis pas tout seul. Super, merci. Marie de Montréal, super. Quel temps il fait en ce moment à Montréal? J'adore cette ville. Christelle. Alors, Christelle qui veut commencer par un problème de maths. Un peu de maths pour ma histoire. Imaginons quelqu'un qui a des besoins de 2000 calories. Il mange d'habitude 3500 et il a grossi. Ah oui. S'il mange 2800 calories, c'est-à-dire plus que ses besoins mais moins que d'habitude, va-t-il maigrir au moins au début? Bah, a priori, mathématiquement, ça ne devrait pas être suffisant. Il va falloir qu'il mange peut-être un peu moins. Je sais, voilà. Il va falloir qu'il creuse un déficit. En tout cas, il va arrêter de grossir, peut-être. Même pas d'ailleurs, puisque s'il a des dépenses de 2000 et qu'il continue à manger 2800, il mange moins que d'habitude, mais il continue à manger plus que ses besoins. Donc il n'arrête même pas de grossir, il continue à prendre un peu de poids, moins qu'avant. Ouais. Ah, il pleut à Montréal. Ah. Eh ben bonjour aux Québécois alors. Alors, Brunilda, je suis le programme depuis un an. J'ai perdu 16 kilos, mais pas encore arrivé au poids d'équilibre. Je commence à comprendre la faim et la satiété, je me sens beaucoup mieux. Est-ce que c'est normal de manger que 2 fois par jour en petite quantité et pas toujours avec faim? Bon, alors je vous relis ça parce que c'est Brunilda, c'est un commentaire qui suscite des commentaires quand même. Je suis le programme depuis un an. J'ai perdu 16 kilos, mais je ne suis pas encore arrivé au poids d'équilibre. Je commence à comprendre la faim et la satiété et je me sens beaucoup mieux. Bon, ensuite, est-ce que c'est normal de manger 2 fois par jour uniquement, en petite quantité, etc. Bon, je réponds à ça. Est-ce que c'est normal de manger 2 fois par jour? C'est complètement normal, ou pas moins anormal que 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais moi, je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'il n'y a rien qui vous dérange dans cette phrase? J'ai perdu 16 kilos, mais je ne suis pas encore arrivé à mon poids d'équilibre. Cette phrase me dérange. Je voudrais savoir si elle vous pose problème à vous. Donc ça, c'était Brunilda, ouais, qui nous posait la question. Ouais. Pauline qui répond, elle peut pas le savoir, elle ne peut pas le savoir. Et c'est exactement ça c'est exactement ça, Pauline. Effectivement, on ne peut pas dire une chose comme ça. On ne peut pas dire j'ai déjà perdu 16 kilos, mais je ne suis pas encore arrivé à mon poids d'équilibre. Parce que le poids d'équilibre, on ne sait pas d'avance où il se trouve. C'est un poids qu'on découvre. Attention, le poids d'équilibre, c'est pas le poids où on se sent bien, c'est pas le poids qu'on a envie d'atteindre, c'est pas le poids de forme, c'est rien de tout ça. Le poids d'équilibre, c'est le poids auquel le corps va se stabiliser quand on mange en fonction de sa faim et de son rassasiement. Voilà. Donc, tant qu'on on n'est pas au clair avec ces notions de faim et de rassasiement, on ne sait pas si on a atteint le poids d'équilibre. Voilà. En général, une fois qu'on est au clair, on s'aperçoit que le poids se maintient stable, sans effort de contrôle. Si on laisse passer un certain temps et que le poids ne bouge pas, eh ben on en déduit qu'on est au poids d'équilibre. Et ce poids d'équilibre,
malheureusement, il faut savoir qu'il peut se déplacer et atteindre des niveaux très élevés. Le poids d'équilibre, ça peut être 150 kg parfois. Donc, ce n'est pas du tout un poids de forme. C'est même pas un poids qui est bon pour la santé, parfois. Voilà. Donc, Brunilda, c'est bien d'avoir perdu déjà 16 kilos. Je ne sais pas où se trouve votre poids d'équilibre. Personne ne le sait. Vous dites, je commence à comprendre la faim et la satiété. Ok, ben, il va falloir continuer un petit peu comme ça. Et puis voir jusqu'à quel poids vous descendez. Et puis là où ça s'arrêtera, ce sera le poids d'équilibre. On ne le sait pas d'avance. Alors, pour Alina, qui a commencé la pleine conscience il y a 4 jours, la sensation de faim devient quelque chose de concret, même si parfois j'ai des doutes sur ma faim. Je sors par exemple d'un cocktail d'inauguration où j'ai mangé et bu et j'ai peur de reprendre les 3 kilos que je viens de perdre. Est-ce que je peux éviter ça? Et pourquoi ce cocktail d'inauguration vous ferait-il reprendre 3 kilos? Qu'est-ce que vous pouvez bien vous dire dans votre tête pour penser qu'un cocktail puisse vous faire prendre 3 kilos? Bon, alors, le fait de trop manger, alors je ne sais pas en quoi ça pose un problème pour vous, si c'est parce que vous avez trop mangé ou si c'est parce que vous pensez que vous avez mal mangé. Mal manger, ça veut dire la plupart du temps manger gras, manger sucré. Donc ça, on a démontré que ce n'était pas du tout un problème. On peut maigrir en mangeant exactement ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut maigrir en mangeant des burgers, des pizzas, des brownies et tout ce qu'on veut. Et même que ça, si on veut. On peut maigrir. Et on peut grossir en mangeant exactement ce qu'on veut aussi, c'est-à-dire notamment on peut grossir en ne mangeant que des légumes. Voilà, donc ça, la composition de la nourriture dans la prise ou la perte de poids n'entre pas en ligne de compte. Ce qui compte, c'est uniquement les quantités. Bon, donc ça déjà, c'est un débat qu'il faut absolument écarter. Ensuite, le trop manger, c'est-à-dire j'ai mangé beaucoup. Bon, bah, il faut pas oublier que trop manger, ça fait partie des événements qu'on rencontre dans notre vie. Et que même les gens minces, il leur arrive couramment de trop manger. Eux aussi, les gens minces qui n'ont pas de problème de poids, qui n'ont pas de problème alimentaire, donc je parle de gens qui sont régulés, pas des minces qui se contrôlent, des minces qui sont régulés, bah, eux aussi, il leur arrive de manger et de manger beaucoup plus que leur faim, de s'exploser le ventre, parce qu'eux aussi, ils font des réveillons, eux aussi, ils vont à des buffets, des week-ends entre amis, etc., etc. Et eux aussi, il leur arrive de manger jusqu'à devoir dégrafer le pantalon. Voilà. Et ils sont minces pour autant. Alors, c'est quoi le secret? C'est qu'après, ils n'ont plus faim. Ils ne vont plus avoir faim pendant 12 heures. Et il faut que vous ayez cette notion à l'esprit. À chaque fois que la faim revient, ça signifie que tout ce que vous avez mangé au repas précédent a été brûlé. Voilà, tout simplement. C'est ça la régulation. La régulation, un système régulé, c'est un système qui corrige ses propres erreurs de lui-même. Donc s'il y a trop à un moment, il y aura moins après. Ou s'il n'y a pas assez à un moment, il y aura plus après. C'est ça un système régulé. Et ça l'empêche. Et quand on est dans une dynamique de revenir sur son poids d'équilibre, le fait d'avoir parfois des repas excessifs n'est aucunement un problème. Voilà, la dynamique se poursuit. Agnès veut savoir si nous aurons à un moment dans le programme des menus types. Eh bien, j'ai un peu répondu. En fait, la qualité de la nourriture ne rentre pas en ligne de compte dans les problématiques de poids. Donc, il y a
de ce fait, aucune raison de donner des indications de menu, de dire aux gens ce qu'ils devraient manger. La problématique du poids, c'est une problématique de quantité de calories, uniquement. Il faut obtenir une réduction calorique. La qualité de la nourriture, elle, n'est en rapport qu'avec des problématiques de santé. C'est évidemment pas la même chose de manger que du fromage blanc, que des brocolis, que des pizzas ou que des hamburgers. Ça n'a évidemment pas les mêmes effets sur la santé. Mais 100 calories de frites et 100 calories de brocoli ont exactement le même effet sur le poids. Donc, ce qu'on cherche à obtenir, c'est une réduction calorique. Mangez moins. Et la question importante, c'est comment obtenir cette réduction calorique sans que ce soit du contrôle, sans que ce soit un régime ou du contrôle. Donc pourquoi? Parce que tout simplement, on sait que le contrôle mental, il n'est pas possible de le maintenir de façon continue dans la durée. Il y aura obligatoirement des ruptures dans ce contrôle, et donc au moment des ruptures de contrôle, généralement, il y aura des reprises de poids, et quelquefois même, on peut reprendre même plus de poids que ce qu'on avait perdu. Bon, ce qui explique qu'il y a des gens au cours de leur vie qui n'arrêtent jamais de monter, parce qu'ils font sans arrêt comme ça des espèces d'allers-retours entre le contrôle et les ruptures de contrôle. Donc, ça, c'est ce qu'on veut éviter. On veut qu'il y ait une réduction calorique, mais sans se servir du contrôle. Bon, alors comment on va s'y prendre? En travaillant sur le rassasiement, c'est-à-dire sur les envies de manger, en fait. Donc, je vais être schématique, mais qu'est-ce que ça veut dire travailler sur les envies de manger? C'est-à-dire faire diminuer les envies de manger, faire en sorte qu'on ait moins envie de manger. Donc, par exemple, je donne des chiffres comme ça, complètement au hasard. Imaginons que, habituellement, vous soyez rassasié avec 50 bouchées. Eh bien, si on fait un travail sur le rassasiement et qu'on fait en sorte que le rassasiement arrive plus rapidement, vous aurez la même sensation de rassasiement, mais avec 40 bouchées. Ce qui veut dire que vous en aurez mangé 10 de moins, tout simplement parce que vous n'aurez pas envie d'en manger plus. C'est-à-dire qu'à 40, vous dites j'en ai assez, la 41e ne m'intéresse pas. Donc vous avez moins mangé, mais sans vous servir du contrôle. Voilà. Et là, il y a du coup, il y a plus ce problème de rupture du contrôle. Voilà. C'est ça le challenge. Voilà, le cœur de l'histoire, c'est de réussir à obtenir cette réduction calorique sans se servir du contrôle et uniquement par le travail sur le rassasiement. Voilà. Donc, il n'y aura jamais de menu type dans le programme. Alors, Caroline demande pourquoi un corps qui aurait 8 kg à perdre provoque une sensation de faim quand même, puisqu'il a ses 8 kg de réserve. N'est-ce pas alors plus difficile de ressentir la faim? Bon, alors, un corps qui a 8 kg à perdre, déjà, voilà, qui va décider qu'il a 8 kg à perdre? Voilà. Le poids d'équilibre, encore une fois, n'est pas le poids qu'on choisit, n'est pas le poids qui nous arrange, le poids qui nous fait rêver, le poids idéal pour la santé, le poids idéal pour la société. C'est le poids d'équilibre, c'est le poids, encore une fois, auquel le corps va se maintenir quand on se nourrit en fonction de sa faim et de son rassasiement. Et ce poids d'équilibre, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il est capable de se dérégler beaucoup. Il peut être à 150 ou à 200 kg parfois, dans les obésités massives. Et les gens qui ont des obésités massives, quand elles sont à leur poids d'équilibre, elles ont quand même faim. La faim est la sensation qui permet de nous ramener sur le poids d'équilibre. C'est ça le travail de nos systèmes de régulation. Nos systèmes de régulation, ce sont les systèmes qui nous maintiennent à notre poids en faisant varier les sensations de faim, justement.
à notre poids d'équilibre. Donc, ça veut dire que si vous mangez beaucoup à midi, vous aurez moins faim le soir. Et ça compensera le midi. Ou si vous n'avez pas eu le temps de manger à midi, le soir, vous aurez beaucoup plus faim et ça compensera aussi le midi. Et toutes ces variations de la faim sont destinées à vous ramener à votre poids d'équilibre, même quand ce poids s'est déréglé. C'est-à-dire que même quand il est à 150 kg, la faim vous ramènera à 150 kg. Si vous en faites 155, elle vous ramènera à 150. Voilà. Et si le poids d'équilibre est à 60 kg, si vous faites 65 kg, votre faim vous ramènera à 60 kg. Ça vous ramènera systématiquement tout le temps sur ce fameux poids d'équilibre. Voilà. Alors maintenant, le problème, c'est ce poids est susceptible de se dérégler et parfois énormément et définitivement. C'est bien le problème, c'est que parfois, une fois qu'il est déréglé, on ne peut plus revenir en arrière. Christine, bonjour Christine. Ma principale difficulté était au début de ressentir la faim. Maintenant, ça y est, paf, j'ai faim avant le début du repas. Mais j'ai beaucoup de mal à savoir quand je suis à satiété. Comment savoir si j'ai trop ou pas assez mangé? Bon. Alors, avoir faim au début d'un repas, ça c'est une bonne chose. Il vaut mieux avoir faim avant les repas. Pour une raison très simple, c'est que conventionnellement, les repas sont prévus pour les gens qui ont faim. Donc ceux qui n'ont pas faim, je dirais très simplement qu'en gros, ils vont passer leur tour. Voilà, on n'est pas obligé de manger à tous les repas si on n'a pas faim. C'est un petit peu comme une voiture, elle n'est pas obligée de s'arrêter à toutes les stations-service. Si elle a ce qu'il lui faut dans son réservoir, elle s'arrêtera à la suivante. Bon, donc c'est bien d'avoir faim au moment d'un repas. Mais maintenant, ce qui semble poser le problème, c'est de savoir si on a assez ou trop mangé. En fait, la question ne se pose pas de cette manière-là. C'est ça le rassasiement. En fait, la question, pardonnez-moi, je vais la reprendre intégralement. Christine demande qu'elle a du mal à savoir quand je suis à satiété et est-ce que j'ai trop ou pas assez mangé. En fait, là, il y a deux questions. Il y a deux concepts là, qui apparaissent dans la phrase. La satiété et le rassasiement. Ce sont deux concepts différents. La satiété, c'est la disparition de la sensation de faim. Donc avant un repas, normalement, on a des signaux de faim. Et ces signaux de faim ne vont pas persister jusqu'à la fin du repas. Ils vont disparaître au cours du repas. Le moment où les signaux de faim, les creux, les gargouillis, disparaissent, c'est le point de satiété. C'est là que ça démarre. Voilà. Et ça arrive très rapidement. Ça arrive en 4, 5, 6, 7, 8 bouchées, c'est très rapide. Ce qui veut dire que dans un repas, seules les premières bouchées sont consommées avec la sensation de faim et toutes les autres sont consommées sans faim. Et ça, c'est normal. C'est du prévisionnel. C'est pour tenir jusqu'au repas d'après. Voilà. Voilà, je vais encore donner des chiffres complètement au hasard. Si dans un repas, il y a 50 bouchées, et finalement, il y a 5 bouchées qu'on mange avec faim et 45 qu'on mange sans faim. Et ça, c'est normal. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ce sujet-là. Bon, maintenant, comment savoir si on a trop ou pas assez mangé? En fait, c'est pas comme ça que la question se pose. On ne décide pas d'arrêter un repas. Un repas s'arrête de lui-même. Il s'arrête tout seul. Le modèle, c'est le nourrisson, le bébé. Le bébé va pas, quand il prend son biberon, il ne va pas décider d'avance à quel moment il va s'arrêter. Il s'arrête quand il s'arrête. On ne sait pas où, à la moitié, au quart, au tiers du biberon. Parfois, il en prend un entier et puis il lui dit qu'il en veut un deuxième. On ne sait pas. Et on n'a pas besoin de savoir. En fait, l'envie de manger va disparaître. Alors ça, c'est le rassasiement. Le rassasiement, c'est la disparition de l'envie de manger. C'est donc pas la même chose que la satiété, qui est la disparition de la sensation de faim. Le rassasiement est la disparition de l'envie de manger. Et c'est un processus qui se met en place tout seul et qui nous permet de régler les quantités dont le corps a besoin. Et on n'a pas besoin, nous, de s'interroger pour savoir est-ce que j'ai assez ou trop mangé. Voilà. Et il faut savoir aussi que le rassasiement n'est pas une sensation
physique. Le rassasiement est un processus exclusivement mental. Ce qui veut dire que parfois, on peut se retrouver dans des situations très désagréables, dans lesquelles le corps va dire, dans lesquelles on va avoir une sensation de plat. C'est le corps qui dit, ça va, c'est bon, j'ai la quantité qu'il faut. Et la tête qui va lui répondre, peut-être que toi, tu as ce qu'il faut, mais pas moi. Donc, on ne s'arrête pas, on continue. Et ça veut dire que c'est complètement déréglé. Donc, la faim et la satiété, ça ne se dérègle quasiment jamais uniquement quand il y a des maladies ou certains médicaments, alors que le rassasiement, lui, peut complètement se dérégler. Et il peut se dérégler aussi bien dans un sens que dans l'autre. C'est-à-dire qu'il peut très bien arriver beaucoup trop tard ou beaucoup trop tôt. Et dans les deux cas, du coup, ça entraîne des variations de poids. Quand ça arrive très tard, le rassasiement, ça nous fait manger beaucoup plus que nos besoins et ça entraîne une prise de poids. Mais quand ça arrive très très rapidement, ça peut entraîner une perte de poids. Alors il y a deux exemples, en fait, deux exemples extrêmes pour comprendre comment ça peut se dérégler. Enfin, dans quelle situation ça se dérègle. Le rassasiement, par exemple, chez les hyperphages. Là, le rassasiement va tarder à arriver. Il n'arrivera peut-être même jamais. Donc ça veut dire que les gens mangent, et puis ils ne sont pas rassasiés par ce qu'ils ont mangé, donc ils en rajoutent encore une bouchée, ça ne les rassasie pas, et encore une, et ça ne rassasie toujours pas, et encore une, et encore une, et encore une, et ils peuvent manger des quantités complètement exubérantes. Ça, c'est la crise hyperphagique. La nourriture ne rassasie pas du tout. Voilà. Et donc on peut manger d'énormes quantités. Le rassasiement arrive très tard, et parfois il n'est même pas arrivé du tout. On ne s'arrête pas parce qu'on est rassasié, on s'arrête parce qu'on ne peut plus rien manger. On a tellement mangé qu'il n'y a plus rien qui rentre. Bon, donc là c'est un dérèglement extrême où le rassasiement arrive très tard. Mais à l'inverse, on peut aussi avoir un dérèglement dans l'autre sens, où le rassasiement arrive extrêmement vite, très vite, au bout de 2-3 bouchées. 2, 3, 4 bouchées, et du coup, c'est même pas suffisant pour calmer la faim. Donc là, on perd du poids. Alors, quand est-ce qu'on va on va rencontrer ces situations? C'est dans certaines maladies qui coupent l'appétit, ou par exemple dans la dépression. Il ne faut pas oublier que la dépression, ça fait pas toujours manger. Parfois, ça empêche de manger. La perte de poids, c'est aussi un symptôme dépressif. Voilà. Et là, chez ces personnes dépressives, le rassasiement arrive tellement vite que les quantités de nourriture qu'elles consomment ne sont plus suffisantes ne serait-ce même que pour couvrir les besoins. Donc elles perdent du poids. Voilà. Donc le rassasiement, c'est vraiment un processus qui est psychophysiologique, c'est les deux à la fois, et c'est justement parce qu'il y a une composante forte psychologique que ça peut si facilement se dérégler, beaucoup plus facilement que la faim ou la satiété. Alors, c'est quoi le poids d'équilibre? Donc je pense avoir répondu et j'espère que j'ai été clair sur ma réponse. Michel demande comment s'habituer à moins manger. C'est comme si dans ma tête j'ai un quota de nourriture à ingurgiter alors que je deviens en manque d'une quantité. Alors, en fait, on ne va pas s'habituer à manger moins, c'est-à-dire qu'on ne va pas se forcer à manger moins. Parce que si on se force à manger moins, ça veut dire qu'on est dans un processus de contrôle. Et ça veut dire par exemple que je peux très bien décider de manger moins en réduisant mes portions d'un quart. J'allais dire, à partir d'aujourd'hui, je mange exactement la même chose qu'avant, mais un quart en moins. Voilà. Bon, je mange moins. Ça, c'est quelque chose qui forcément ne va pas durer. Je ne vais pas pouvoir en permanence me servir de mon contrôle pour manger moins. Donc, je reviens à ce que je disais. On va manger moins en travaillant sur le système des envies de manger. C'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'il y a dans le cerveau un système qui gère la faim, la satiété, mais un autre système qui est beaucoup plus important,
qui est le système des envies de manger. C'est-à-dire que c'est le système qui permet, quand le cerveau détecte la faim, de déclencher une envie de manger. Ou quand le cerveau détecte aussi une émotion. Ça va détecter, ça va déclencher, alors dans ce cas-là, une envie de manger émotionnelle. Voilà. Et c'est ce système des envies qui se dérègle le plus souvent, qui s'affole complètement, qui fait n'importe quoi. Et c'est ce système-là qu'on va réparer. Alors Pascal, à propos de la dégustation en pleine conscience, doit-on maintenir la dégustation tout au long du repas ou juste se concentrer sur les premières bouchées de chaque plat? Alors là, il y a deux choses, Pascal. Il y a la pleine conscience sur le mode exercice, c'est un entraînement. C'est vraiment, il faut prendre ça comme des exercices, des gammes. Et puis, il y a le type d'attention qu'on utilise quand on fait des repas. Et quand on mange, en temps normal, on n'est pas dans la pleine conscience. On est dans quelque chose de différent qui s'appelle l'attention partagée ou l'attention divisée. Où là, on va demander à notre attention de faire des allers-retours, des va-et-vient, entre les conversations, par exemple, et nos sensations, ou entre même nos pensées et nos sensations. Et ce va-et-vient de l'attention est un geste mental. Ce geste mental, c'est ça l'attention partagée, cette espèce de division de l'attention. L'attention partagée, c'est l'attention qu'on utilise par exemple quand on veut conduire. Quand on apprend à conduire, c'est ce qu'on met en place. Quand vous conduisez, il faut surveiller beaucoup de choses. Donc là, vous surveillez la route. Au début, quand vous apprenez à conduire, il faut même surveiller ce que font vos mains, ce que font vos pieds. Les yeux surveillent, en plus de la route, 3 rétroviseurs. Et en plus de ça, une fois que vous êtes un conducteur un peu averti, vous pouvez avoir une conversation avec votre passager. Donc vous faites tout ça et en plus vous discutez avec le passager. Bon. Ben, dans un repas, c'est le même type d'attention qu'on va mettre en place. On va à la fois se concentrer sur la conversation et sur les sensations alimentaires. Et ça se fera exactement comme dans la voiture, c'est-à-dire qu'au début, il va falloir faire des efforts d'attention. Et progressivement, comme dans la voiture, le va-et-vient de l'attention va s'automatiser. Et l'attention reviendra automatiquement sur les sensations alimentaires. Elle ira sur la conversation, elle reviendra sur les sensations alimentaires. Exactement comme en voiture, vous faites attention à la conversation, mais en même temps, vous faites attention aussi à la route et à tout ce qui se passe autour de vous. Voilà. Donc en fait, si vous savez conduire, forcément, ça veut dire que vous utilisez cette propriété de votre attention et que vous pourrez très bien l'utiliser pour autre chose que la conduite. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la conduite. Et donc, c'est ça qu'on va mettre en place pour les repas. C'est ce type d'attention. Voilà. Donc, pour revenir à la question d'Alina, c'est pas de la pleine conscience, ça. La pleine conscience, c'est quelque chose d'assez soutenu. On ne peut pas manger véritablement en étant ultra concentré sur ses sensations alimentaires. Parce que si vous faites ça, vous ne pouvez plus parler à personne. Donc vous allez très rapidement vous décourager et très rapidement abandonner. Alors Christelle, quand je commence à manger, j'ai faim. Bon, ça c'est plutôt bien. Et maintenant, peut-être trop faim, donc du mal avec la dégustation. Est-ce qu'il y aurait un truc pour ralentir? Je dirais que le truc, il est un petit peu. La réponse est un peu dans la question. Pourquoi attendre d'avoir si faim? Il suffit d'avoir moyennement faim pour commencer un repas. Évidemment que si on retarde et qu'on atteint des très grandes faims, on est assez pressé de la faire disparaître. Donc c'est pas très confortable d'avoir si faim. Et le fait d'avoir un peu moyennement ou très faim ne change rien à la question du poids. Pour manger, il suffit d'avoir faim.
un peu, moyennement ou beaucoup. Et beaucoup, c'est pas très confortable. Donc en général, on préfère avoir une faim moyenne qui est mieux qu'une petite faim, parce que quand on a faim, il y a quand même un plaisir supplémentaire. Et dans la moyenne faim apporte plus de plaisir que la petite faim. Donc en général, ça se règle de cette manière-là. On a une espèce comment dire, de balance entre le plaisir de manger et l'inconfort de la faim. On choisit le meilleur rapport. Et le meilleur rapport, c'est dans la moyenne faim. Alors, Cassis, j'arrive à garder un poids relativement stable, mais comme je mange trop sucré et parfois que du sucre, ma silhouette et ma peau varient beaucoup. Je n'arrive pas à gérer, surtout quand je suis stressé, malgré tous les exercices. Bon, alors, là encore, voilà, c'est intéressant. Mais là encore, on comprend dans la question l'idée qu'il y a derrière. C'est je ne devrais pas manger de sucre pour perdre du poids. Donc finalement, quand je mange du sucre, forcément, je vais le manger avec des pensées négatives. Ou pas de pensée du tout, parce que je peux me couper des sens de je peux même me couper de mes pensées pour pas avoir de pensées négatives. Alors, je répète, on peut maigrir en mangeant n'importe quoi. Mais si vous vous privez de manger du sucre, on va avoir des compulsions. Au moment où vous mangerez du sucre, on va avoir des compulsions de sucre. Et là, on ne pourra pas perdre du poids. Ça va être plus compliqué. Je rappelle que ce qu'on veut, c'est faire diminuer les envies de manger. Voilà. Et donc, la meilleure stratégie pour faire diminuer les envies, c'est de répondre systématiquement à toutes les envies qui se présentent. Mais répondre à une envie de manger ne se résume pas à manger ce qu'on veut. C'est tout à fait insuffisant. C'est le tiers, ça ne représente que le tiers de la bonne réponse. La bonne réponse à une envie de manger, qu'elle soit déclenchée par une émotion ou par la faim, ça ne change absolument rien. C'est toujours la même réponse. La bonne réponse, c'est la réunion de 3 facteurs à chaque fois. C'est 1, choisir les aliments dont on a envie, parce que sinon, on ne pourra jamais calmer une envie de fraises avec des pommes de terre. 2, se concentrer sur les sensations que ça procure, et notamment le plaisir que ça peut procurer. Et c'est capital, parce que c'est le plaisir qui va déclencher la disparition de l'envie. Donc, 2, l'attention sur les sensations alimentaires. Et 3, un sentiment de sécurité alimentaire. Ça veut dire être capable de manger ce qu'on veut, toutes sortes d'aliments, sans se faire de reproches ou sans s'inquiéter de rien. Bon. Et c'est de réunir ces 3 facteurs qui est difficile. Le plaisir, l'attention et la sécurité. Alors, je voudrais, puisque là, la question, c'est aussi l'alimentation émotionnelle, puisque Cassis nous dit je n'arrive pas à gérer, surtout quand je suis très stressé. Le problème, c'est que ce qu'on veut faire, donc, c'est faire diminuer les envies de manger. Bien d'accord. La meilleure stratégie, c'est d'y répondre de façon systématique. Si vous luttez contre vos envies de quelque façon que ce soit en vous empêchant de manger, soit en mangeant mais en vous faisant des reproches, les envies augmentent. Donc, on écarte cette solution, elle ne nous intéresse pas, elle ne va faire qu'augmenter les envies de manger. Et on veut, nous, qu'elle diminue. Donc, on va essayer de tout réunir. Et notamment, faire venir ce sentiment de sécurité. Mais là, ce que nous dit Cassie, c'est que justement, elle n'a pas cette sécurité. Parce qu'elle pense que c'est le sucre qui la fait grossir ou que quand elle mange du sucre, elle ne saura pas s'arrêter, des choses comme ça. Donc elle n'est pas en sécurité. Et il faut savoir une chose, c'est que les envies de manger émotionnelles dont nous parle Cassie sont des événements absolument normaux. Tout le monde a des envies de manger émotionnelles. Et les gens qui vous disent qu'ils n'en ont pas, c'est simplement qu'ils ne savent pas les reconnaître. Mais ils en ont aussi. Le problème, c'est que
on ne peut pas calmer les envies émotionnelles avec n'importe quel type d'aliment. Les seuls aliments capables de calmer les envies émotionnelles sont des aliments riches, donc gras et ou sucrés. Et on voit bien le problème qui arrive, c'est que ces aliments sont ceux que les gens qui veulent maigrir vont s'empêcher de manger. Donc, en s'empêchant de manger ce type d'aliments, ils se privent de pouvoir calmer leurs envies émotionnelles et de maintenir un bon équilibre psychologique. Donc, ils vont lutter contre leurs envies de manger émotionnelles, soit parce qu'ils s'empêchent de manger les aliments gras sucrés qui pourraient le faire, soit parce qu'ils vont les manger, mais ils vont se faire des reproches. Et c'est à partir de là que ça va se transformer en compulsion. Et là, je voudrais vraiment insister sur un point central. Ce ne sont pas les émotions qui sont responsables des compulsions. Il faut se retirer ça de la tête. Dans la majorité des cas, dans 90% des cas, ce ne sont pas les émotions qui sont responsables des compulsions. Les émotions, tout le monde en a d'abord. Bon, donc si c'était les émotions qui faisaient des compulsions, je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas tous absolument des compulsions, parce qu'on a absolument tous des émotions. Donc les émotions, tout le monde en a, et ça peut déclencher des envies de manger émotionnelles chez absolument tout le monde, pas uniquement chez certaines personnes. Tout le monde, chez tout le monde, une émotion peut déclencher une envie de manger émotionnelle. Jusque-là, tout est normal. Mais c'est ensuite la façon de répondre à cette envie de manger émotionnelle qui va déclencher ou pas la compulsion. C'est-à-dire que si vous répondez comme il faut à l'envie de manger émotionnelle, donc comme il faut, ça veut dire en respectant le cadre, le plaisir, l'attention et la sécurité. Donc si vous répondez comme il faut en maintenant ce cadre, l'envie de manger émotionnelle reste une envie de manger émotionnelle. En revanche, il suffit qu'il manque ne serait-ce qu'un seul de ces trois facteurs et cette envie se transforme en compulsion. Donc quand vous faites une compulsion, ce n'est pas la peine de vous demander quelle est l'émotion qui a déclenché tout ça, quel est l'événement de la journée qui est responsable de cette compulsion et quelle émotion ça a provoqué. Vous perdez du temps. Vous perdez du temps parce que vous allez réfléchir à des choses compliquées qui vont vous faire passer à côté de la solution simple. Et la solution simple, c'est tout simplement de savoir dans les trois facteurs lequel n'était pas là. Si vous faites une compulsion, demandez-vous lequel de ces trois facteurs n'était pas là. Et parfois, il n'y en a même aucun des trois. Il arrive qu'il n'y en ait absolument aucun. Parfois, quand il y a une envie de manger émotionnelle, eh ben, les gens attrapent la première chose qui leur passe sous la main, donc pas forcément quelque chose qui leur fait envie ou tellement plaisir. Il n'y a pas d'attention. Quand on fait une compulsion, l'attention est partout, sauf sur les sensations alimentaires. Et puis évidemment, il n'y a aucune sécurité, aucune sérénité, aucune tranquillité d'esprit. Donc il n'y a rien de ce qu'il faut pour pouvoir calmer l'envie de manger émotionnelle et ça part en compulsion. Donc chaque fois que vous faites une compulsion, demandez-vous lequel des trois facteurs n'était pas présent. Voilà. Et vous verrez, c'est forcément un de ces trois-là, ou parfois deux ou trois, il n'y en a parfois aucun. Voilà. Donc, voilà, je voudrais vraiment insister sur ce point, c'est que dans 90% des cas, ce ne sont pas les émotions qui sont responsables des compulsions, mais c'est la façon dont vous allez répondre à vos envies de manger émotionnelles. Elle sera appropriée ou pas. Alors, Patricia, notre IMC est déterminé selon notre poids et notre taille. Donc, qu'en est-il si notre poids d'équilibre est déréglé et le fait que notre IMC est dans la zone de surpoids ou d'obésité? Alors, je renvoie à ce que je disais au début. L'IMC est une notion statistique. Alors, il ne faut pas oublier que l'IMC, c'est tout simplement un calcul qui a été établi par les assurances pour déterminer la bonne santé. Hein. Et ça n'a rien à voir avec la physiologie et avec le poids d'équilibre. Notre poids d'équilibre peut se dérégler et il peut aller se positionner dans des zones qui sont dangereuses pour la santé. Je le redis, un poids d'équilibre, ça peut monter à 150, 200, et on a vu même, dans certains pays, ça peut aller même au-delà. Il y a des records du monde.
Alors, Sylvie, quid de la durée du repas sur la satiété? On m'a toujours expliqué qu'il fallait 20 minutes pour atteindre la satiété. Bon, alors la satiété, je viens de l'expliquer, ça arrive très rapidement. La disparition de la sensation de faim arrive après 5 à 8 bouchées. Donc c'est très rapide. Cette histoire de 20 minutes, je ne sais absolument pas d'où ça sort, mais c'est complètement faux, et heureusement d'ailleurs. Parce que s'il fallait 20 minutes pour savoir si on est rassasié ou pas, je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir. Un déjeuner en France, ça dure 12 minutes. Donc on saurait pas à la fin du déjeuner si on a suffisamment mangé. Alors, Caroline, est-ce qu'au bout de 6 mois du programme, en suivant tous les exercices, on a une chance d'avoir une sorte de déclic en changeant radicalement notre rapport à la nourriture et à être libéré des régimes? C'est un déclic mental ou corporel? Bah, moi, je ne sais pas si c'est un déclic. Je pense pas. Je pense que ça fonctionne pas sur le mode du déclic. Ça fonctionne plutôt sur le mode de la, comment dire, du cumul d'expériences. C'est que progressivement, expérience après expérience, les choses se transforment. Voilà. Et parfois, c'est vrai que parfois il y a des choses on a l'impression qu'ils font des clics, on a l'impression qu'on a saisi quelque chose, on a attrapé quelque chose. Mais c'est une série je dirais plutôt d'expériences, de répétitions dans les expériences qui font que les choses vont se mettre en place. Et puis c'est pas forcément au bout de 6 mois, ça peut être au bout d'une semaine, au bout de 15 jours, au bout de 3 semaines, ça peut être très très rapide selon l'intensité du contrôle dans lequel on se trouve. Bon, si on n'écoute pas sa société, on finit par dérégler son poids d'équilibre. Oui, en fait, dès qu'on grossit, il y a une possibilité de dérégler le poids d'équilibre. Parce que, voilà, je l'ai déjà expliqué souvent, il y a deux types de prise de poids. Il y a une prise de poids qui est réversible, donc ça ne dérègle pas le poids d'équilibre, c'est quand la taille des cellules graisseuses augmente. Et puis il y a une prise de poids qui n'est pas réversible, donc ça dérègle le poids d'équilibre, c'est quand le nombre de cellules graisseuses augmente, se multiplie. Voilà. Hélène dit: les habitudes alimentaires peuvent nous influencer aussi et tromper la faim. Par exemple, à midi, mon estomac me dit qu'il faut manger alors que je n'ai pas faim. Et voilà, comment faire pour ne pas tomber dans le piège des habitudes? Bah, oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. On peut tout à fait aller manger par habitude pour respecter des horaires, mais tout simplement parce que on s'interroge même pas sur sa faim ou sur son envie. C'est quasi un espèce de réflexe, c'est une habitude. Voilà, il suffit que euh, les aiguilles indiquent l'heure et hop, on se lève et on va manger. Mais ça, c'est pas si compliqué que ça comment dire, à contourner. Il suffit vraiment de s'interroger. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai envie même de manger? Si je n'ai ni faim ni envie, bah, dans la mesure du possible, si c'est faisable, qu'est-ce qui m'empêche de retarder l'horaire du repas et d'attendre d'avoir un peu plus faim et un peu plus envie, surtout. Alina, je suis hyperphagique par épisode. Est-ce que je peux en sortir? Alors oui, c'est évidemment que oui. Ces approches sont extrêmement efficaces. Je dirais même que ce sont les plus efficaces sur les comportements hyperphagiques. On peut sortir même très rapidement de l'hyperphagie quand cette hyperphagie est liée au contrôle. Si ce sont des hyperphagies qui sont des crises d'anesthésie émotionnelle, c'est plus compliqué. Mais quand ce sont des hyperphagies liées à un trouble du contrôle, à un excès de contrôle et à une rupture dans le contrôle, alors là, ça c'est une guérison quasi garantie. Alors, voilà un point sur lequel je dois revenir parce que c'est vraiment un point qui est pas facile. C'est toujours Caroline qui demande si, puisque le rassasiement est psychologique, comment arriver à le ressentir s'il est fortement déréglé.
puisque le rassasiement est psychologique, comment le ressentir? Eh bien justement, ça ne se ressent pas, parce que c'est psychologique. Ce n'est pas une sensation. Le rassasiement, c'est mental. C'est juste, je n'ai plus envie de manger, quelle que soit la quantité, qu'elle soit minuscule ou qu'elle soit énorme. Je n'ai plus envie de manger. Donc ce n'est pas du tout une sensation physique. Donc il ne faut pas chercher, faut pas chercher le rassasiement dans son corps. La faim, vous pouvez la chercher dans votre corps, vous pouvez prendre votre doigt et dire, là, il y a un creux. Mais vous ne pouvez pas faire ça avec le rassasiement. Vous ne pouvez pas dire, voilà, il est là, il est là, il est là, il est là. Non, ça se passe à l'intérieur de la tête, dans le cerveau. Alors Pascal, oui, voilà, qui dit ça, tout ça demande des efforts. Oui, ce sont des efforts, mais pas des efforts de contrôle. Ce sont des efforts d'attention. Et ça fait toute une différence. Parce que si vous maigrissez en vous servant, en faisant des efforts de contrôle, vous ne pourrez maintenir le poids qu'en maintenant les efforts de contrôle. Il n'y a pas d'autre solution. Vous avez perdu du poids en vous servant du contrôle, vous maintiendrez le poids qu'en vous servant du contrôle. Il n'y a pas d'autre solution. En revanche, si vous mangez moins en agissant sur votre rassasiement parce que vous avez fait des efforts d'attention, eh bien, les choses vont évoluer. Vous allez passer d'efforts d'attention à une attention sans effort. C'est ce qui se passe dans la voiture. Rappelez-vous tous, quand vous avez pris vos premiers cours, eh bien, vous deviez faire des efforts d'attention. On doit se concentrer sur beaucoup de choses. C'est de la concentration. C'est tellement de la concentration que le moniteur ne vous dit rien dans les premières leçons. Il donne le minimum d'instructions. Il ne va pas bavarder avec vous. Et puis progressivement, tout ça va devenir automatique. Vous n'aurez plus à vous occuper de ce que font vos mains, vos pieds, vos yeux. Tout ça va devenir complètement automatique et vous serez passé à ce qu'on appelle une attention sans effort. Ça coûte rien au cerveau. Donc, il peut le faire jusqu'à la fin de vos jours. Il sera capable de le faire. Voilà. Donc oui, il y a des efforts à faire, mais ce sont des efforts d'attention et pas des efforts de contrôle, et ça fait vraiment toute la différence. Alors, comment faire pour atteindre la faim en toute sérénité, demande Christelle. Alors, il y a des gens qui ne supportent pas la sensation de faim, ça les met même dans un état de panique. Bon, pour ça, on a quelques exercices très efficaces qui permettent de s'apaiser par rapport à sa sensation de faim et de rester calme dans la sensation de faim. Bon. Maintenant, il y a peut-être une situation particulière dans laquelle, en fait, on ne peut pas attendre la faim sereinement parce qu'on a des envies de manger qui apparaissent avant. On a une envie de manger qui nous empêche d'attendre d'avoir faim. Bon, alors, donc je répète les consignes. Quand une envie de manger se présente, et là, probablement, si ce n'est pas de la faim, c'est donc que c'est des envies émotionnelles, on doit systématiquement répondre à une envie de manger émotionnelle. Donc la question de la faim ne se pose plus. Si j'ai une envie de manger émotionnelle, une envie émotionnelle, par définition, c'est une envie de manger qui est sans faim, elle a été déclenchée par une émotion, il n'y a pas la sensation de faim, et on doit systématiquement y répondre. Et donc, y répondre, ça veut dire maintenir le cadre. Plaisir, attention et sécurité. Donc là, ça restera une envie de manger émotionnelle. Si on a bien maintenu le cadre, ça ne se transforme pas en compulsion, donc ça reste une envie émotionnelle. On mange généralement des quantités modérées et ça retarde tout juste un petit peu l'apparition de la faim. Voilà, no problème. Et là, on peut attendre sereinement la faim. Alors, Mathie Rose, devant la télé, quelques heures après le repas, du repas du soir, je me sers des chips. Et comme je ne mets pas d'attention, parfois j'en prends 2 bols. Alors, comment éviter ce grignotage?
Si je ne m'en sers pas, j'ai l'impression d'être en restriction cognitive. Eh bien, la réponse est dans la question. Il faut couper la télé. Il ne faut pas s'empêcher de manger. Si vous avez envie de manger, il faut manger des chips. S'il y a une envie de manger, il faut répondre à cette envie de manger. Mais vous voyez bien que si vous mangez en même temps que vous regardez la télévision, l'attention n'est pas sur les chips, elle est sur le film. Donc, il n'y aura pas de rassasiement. Le rassasiement dépend de l'attention que vous mettez sur vos sensations alimentaires. Donc, si l'attention part dans le film, vous perdez votre rassasiement. Alors, quelle est la solution? Pour le moment, avant de passer à des stades ceinture noire, cinquième dan, eh ben, c'est tout simplement de couper la télé. Voilà. On met sur pause et puis on mange ses chips. Voilà. Et du coup, bah, on a fait les deux choses, mais on ne les a pas faites en même temps. On les a faites l'une après l'autre. Alors, Christine demande si une envie de manger quelque chose de précis correspond à un besoin psychologique de l'organisme, comme par exemple le chocolat. Alors, il y a deux choses. Les envies de manger précises, on appelle ça des appétits spécifiques, correspondent effectivement à des besoins spécifiques de l'organisme. Voilà. Si par exemple l'organisme a besoin de calcium, il va déclencher une envie de manger des aliments qui apportent du calcium. C'est ce qu'on appelle un appétit spécifique. Voilà. Maintenant, le chocolat, c'est certainement quelque chose de différent, parce que le chocolat, c'est plutôt un aliment qu'on va utiliser quand il y a des envies de manger émotionnelles. Donc c'est un autre type de besoin. Là, c'est plus un besoin physiologique, c'est un besoin émotionnel qui va être calmé par le chocolat, et non pas parce que dans le chocolat, pardon, il y aurait une substance particulière. Ça, on a bien cherché toutes les substances, on a décomposé toutes les substances qu'il pouvait y avoir dans le chocolat, il y en a vraiment beaucoup. Il n'y en a aucune qui soit en quantité suffisante pour expliquer que le chocolat calme. Qu'est-ce qui fait que le chocolat a un effet apaisant? Alors, pour certains, c'est le chocolat, mais pour d'autres, c'est le fromage ou les rillettes. C'est que c'est un aliment riche. Donc, c'est un aliment qui calme, qui peut calmer les émotions. Les aliments riches sont les aliments gras et sucrés. Pour qu'un aliment calme une émotion, il y a deux conditions. Il faut, un, que ce soit un aliment riche, et deux, que ce soit un aliment apprécié. Donc, si vous n'aimez pas le chocolat, c'est pas la peine d'essayer, ça ne peut pas marcher. Et si vous aimez le chocolat, si ce n'est pas un chocolat que vous aimez, ça ne marche pas non plus. Voilà. Donc, deux conditions. Un aliment riche. Deux, un aliment que vous appréciez, que vous aimez. Alors, Alina dit que finalement, dans le cocktail dont elle parlait, il y avait le plaisir et la sécurité, mais il n'y avait pas l'attention. Donc, c'est de la compulsion et on grossit. Bon. Alors, il n'y avait pas l'attention. Non, s'il n'y a pas l'attention, ce n'est pas forcément une compulsion. C'est juste qu'on a retardé le rassasiement. Ce n'est pas forcément un processus compulsif. N'importe qui qu'on met devant un ordinateur et à qui on donne un paquet de gâteaux mangera plus parce qu'on va retarder son rassasiement et pour autant, ce n'est pas forcément une compulsion. Et le fait de compulser ou de trop manger ne fait pas obligatoirement grossir. Heureusement qu'on a des systèmes de régulation. Donc je répète, un système régulé est un système qui va corriger ses erreurs de lui-même. Donc si on mange trop à un moment, il nous fera moins manger au repas qui suit. Mais en revanche, si on répétait cette erreur, cet excès très régulièrement sur de longues périodes, les systèmes ne seraient plus capables de corriger ces situations-là. Et c'est ça seulement qui pourrait aboutir à l'installation d'un surpoids. Ça ne pourra jamais être juste 3, 4, 5 gros repas d'affilée. Donc, ce n'est pas la peine de s'inquiéter pour si peu. Si vous faites 4-5 gros repas d'affilée, bah, bien sûr que votre poids va quand même un peu augmenter. Les systèmes feront leur travail et ramèneront le poids à son niveau. Donc, c'est uniquement en cas de répétition régulière et prolongée d'excès alimentaire qu'il pourrait y avoir l'installation d'un surpoids.
Alors, Caroline demande s'il faut attendre l'envie ou la faim pour manger. Alors, donc là, je vais faire une réponse un peu de Normand, mais j'ai déjà dit en fait. Mais je vais repréciser le cadre. Le cadre dit que au moment des repas, vous êtes censé avoir faim. Si vous n'avez pas faim, vous devez retarder l'horaire du repas et vous pouvez même le supprimer si vous n'avez pas faim du tout. Bon, je l'ai expliqué, c'est parce que conventionnellement, les repas sont faits pour les gens qui ont faim. Mais en dehors des repas, cette convention de la faim n'existe plus. Et en dehors des repas, les gens peuvent manger pour des raisons complètement différentes. Il y en a qui ont faim, il y en a qui sont contents, pas contents, fatigués, stressés. Au bout du compte, la plupart du temps, on mange quand on a faim, mais clairement, il y a une grande partie qu'on va manger sans faim, puisque la faim disparaît au bout de 5 bouchées. La plupart de la majorité de la nourriture sera consommée à table, mais il y a une partie qui sera consommée en dehors de la table. Donc tout ça peut varier d'un jour à l'autre énormément. Mais vraiment, l'invariant, ce qui ne doit jamais changer, c'est cette espèce de socle à 3 facteurs, le plaisir, l'attention et la sécurité, qui permet à chaque fois de calmer les envies de manger, de les réaligner sur les besoins et de permettre au corps de revenir sur son poids d'équilibre. Voilà. Alors, en général, quand on a faim, ça déclenche une envie de manger. Du coup, quand on démarre un repas, on a faim et envie de manger. On a les deux. Il peut arriver, il y a des situations un peu particulières dans lesquelles on a, au moment du repas, on a envie de manger, mais pas faim. Dans ce cas-là, on va le traiter comme une envie de manger émotionnelle. Et donc, comment on traite une envie de manger émotionnelle? Pas comme on traite la faim. Ce ne sont pas les mêmes aliments qui calment la faim et qui calment les émotions. Les aliments qui calment la faim, c'est tous les aliments. C'est n'importe quel type d'aliment. Donc, quelqu'un qui a faim, il aura envie, par exemple, d'un menu. Il aura envie d'une soupe, un steak, une purée, un petit dessert. Alors que quelqu'un qui a une envie de manger émotionnelle, il n'a absolument pas envie, lui, de se taper la soupe, le steak et la purée. Ce qu'il veut, c'est l'aliment qui calme l'émotion. Donc, il va vouloir manger un aliment gourmand, un aliment qui pourrait être, par exemple, un bon fromage ou un bon dessert. Et à ce moment-là, si c'est l'heure d'un repas, et qu'il n'a pas faim, il peut tout à fait se mettre à table en expliquant à sa famille, là, excusez-moi, je suis désolé, j'ai vraiment pas faim, mais j'ai envie de partager ce moment-là avec vous, donc je m'installe à table, et moi, je vous accompagnerai sur le dessert ou sur le fromage. Voilà. Il n'a aucune raison de s'infliger, de manger la totalité du repas. Voilà. Ça, c'est un cas particulier. Bon, alors, je suis désolé, mais à chaque fois, c'est un peu toujours comme ça que ça se passe. Malheureusement, je ne peux pas répondre à la totalité des questions, mais souvent, les questions se recoupent les unes les autres. On arrive à la fin de ce webinaire. J'espère avoir répondu malgré tout à l'essentiel des questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas. La prochaine fois que vous me reposez les mêmes questions, je répondrai. Voilà, donc on va si je peux peut-être répondre à une dernière question si ça arrive. Voilà. Bon. Je vous remercie de ce moment passé ensemble. C'était très sympathique. Merci à vous tous, à vous toutes. Et donc, nous nous retrouvons, je pense, exceptionnellement, je crois que ce ne sera pas dans 15 jours, ce sera peut-être, je crois, la semaine prochaine, à vérifier. Mais je crois que je fais 2 webinaires d'affilée. Voilà. Très bonne soirée à tout le monde. Et donc, peut-être à la semaine prochaine. À très bientôt.